Les forces américaines se sont emparées de l'aéroport de Bagdad. Saddam Hussein ce soir fait son apparition filmée dans les rues de la capitale pour un bain de foule et appelle les habitants à résister. Auparavant, le ministre de l'Information affirmait que dès ce soir, il y aurait des attentats suicides d'un genre nouveau. La progression des forces armées, mais l'aide humanitaire ne suit pas. Les convois arrivent au compte-gouttes et les hôpitaux manquent encore de l'essentiel. Évolution très inquiétante de l'épidémie de pneumonie, un deuxième cas avéré en France. Ailleurs, un premier malade en Russie et au Laos. Beaucoup d'inconnus quant au mode de transmission. Premier jour de départ en vacances pour Pâques, une journée classée orange par Bison Futé. La peur du gendarme pour éviter tout dérapage. Madame, Monsieur, bonsoir. Ouvrons ce journal par ces images de Saddam Hussein prenant un bain de foule dans Bagdad. Le président irakien est apparu dans la soirée en uniforme, appelant les habitants de la capitale à résister. Une réponse à la prise de l'aéroport par les troupes américaines, en montrant aux forces de la coalition qu'il est toujours bel et bien vivant. Le Pentagone d'ailleurs reconnaît qu'il a survécu au premier bombardement du 20 mars. Claude Sampère. Le monde entier s'interrogeait sur son sort. Il y a moins d'une heure, la télévision irakienne diffuse ces images du numéro 1 irakien dans les rues d'un quartier résidentiel à Bagdad. Depuis 2 jours, c'est le ministre de l'Information qui lisait à la télévision les communiqués du Raïs. Les Américains évoquaient l'idée d'une fuite possible de Saddam Hussein avec sa famille. Eh bien le voici, le poing levé en pleine rue à Bagdad. Autour de lui, en quelques minutes, une petite foule qui crie des slogans à sa gloire. Par notre sang, par notre âme, nous nous sacrifierons pour toi, Saddam. Sur ces images, il fait encore jour. Elles ont apparemment été filmées cet après-midi. Sur les premières images de ce document, on aperçoit au loin la fumée de quelques bâtiments touchés à la périphérie de Bagdad. C'est en tout cas la première apparition en public de Saddam Hussein depuis le début du conflit. Au moment où les Américains occupent l'aéroport à quelques kilomètres, cette apparition en plein jour, en public, représente un véritable défi pour les forces américaines. 2 heures plus tôt, Saddam Hussein avait prononcé un discours très dur à la télévision. Un discours de moins de 5 minutes où le chef de l'État appelait la population à la résistance. Ce discours à la télévision et le bain de foule qui a suivi vont sûrement redonner le moral aux troupes irakiennes. Côté américain, on précise pour le moment que rien ne permet de dire avec certitude quand ces images ont été tournées. À Bagdad, les forces de la coalition ont donc franchi une nouvelle étape. L'aéroport de la ville est désormais sous contrôle des troupes américaines. Accès stratégique pour prendre la capitale et lieu symbolique. L'aéroport Saddam a été aussitôt rebaptisé aéroport international. Le ministre de l'Information irakien promet ce soir d'utiliser des armes non conventionnelles à l'aéroport. Il s'agirait, selon ses propres paroles, d'attentats suicides d'un genre nouveau. Hervé Kekier. L'assaut de l'aéroport de Bagdad, une journée de combats acharnés. Les Américains ont mis les gros moyens, camions, chars, blindés et surtout 1000 hommes. Ce soir, un officier de la 3e division d'infanterie affirme contrôler 80% de la zone. La prise de l'aéroport est le prélude à la bataille de Bagdad. C'est la première étape, peut-être avant bien d'autres. C'est un signe qu'on peut envoyer aux habitants de Bagdad. Nous sommes là, ils peuvent désormais se soulever et abattre le régime. En fait, depuis plus de 24 heures, l'aéroport a été soumis à d'intenses bombardements aériens et d'artillerie. Selon les Américains, 320 soldats irakiens ont été tués et 40 membres de la garde républicaine faits prisonniers. Toutefois, des poches de résistance subsistent. Actuellement, les soldats américains contrôlent le tarmac, la plupart des terrains entre les pistes, mais pas tous les bâtiments. Ils devront donc les fouiller, un par un. Mais la coalition se réjouit déjà de cette victoire. L'aéroport est la porte d'entrée de Bagdad. C'est une grande perte pour le régime irakien. Mais pour nous, c'est un gros atout. Les autorités irakiennes ont aujourd'hui vivement réagi à la prise de l'aéroport de Bagdad et elles menacent. Il se peut que cette nuit, nous fassions aux Américains un deuxième Dien Bien Phu en petit.
Cette nuit, nous allons faire une action non conventionnelle. C'est-à-dire que ce ne sera pas une action militaire. L'armée américaine est donc ce soir sur le qui-vive. Elle peut s'attendre cette nuit à des attaques suicides sur la zone de l'aéroport. Face à l'avancée des troupes américaines, les habitants de la capitale commencent à prendre le chemin de l'exil et quittent Bagdad vers le nord du pays. De longues files de voitures ou de camions chargés de paquets et de valises. Le début de l'exode pour ces familles qui cherchent à fuir les combats. Parmi les reportages qui sont autorisés par le ministère de l'Information irakien, ce matin, nos envoyés spéciaux avaient pour thème imposé la visite des hôpitaux suite à une nuit de bombardement américain. Bertrand Koch, Emmanuel Beck. La guerre est arrivée à Bagdad et la tension a monté d'un cran ce matin. La guerre, la vraie, celle des combats rapprochés et les blessés arrivent sans cesse à l'hôpital Al-Yarmouk. Pas seulement des civils, mais beaucoup de soldats. Ils viennent de la zone de l'aéroport. Pour la première fois, ils ont vu les Américains, les ont combattus, ont subi des pertes, portent des blessures par balle. Je suis un des fédayines de Saddam. J'étais chargé d'une mission près de l'aéroport. J'ai vu débarquer les Américains, mais nous les avons repoussés. Nous étions dans le quartier Dora, dans une camionnette, moi et ma famille. Nous avons rencontré un blindé américain et les soldats ont commencé à nous tirer dessus. Ma femme et mon enfant sont tombés en martyrs. L'hôpital fonctionne sur groupe électrogène depuis que la centrale électrique a sauté hier soir. Passe le ministre de la Santé, l'air grave. Le régime irakien a pris un coup au moral avec la chute de l'aéroport. Même si les Américains l'ont brièvement occupé, ils s'en sont retirés devant la résistance de nos forces, affirme le ministre. On dit que des civils fuient la zone de l'aéroport tentant de rallier le centre de Bagdad. Beaucoup ont été pris sous le feu. La guerre des Américains ne fait pas le détail et c'est ici que la haine prend sa source. À voir la quantité de jeunes miliciens blessés qui arrivent dans cet hôpital, il ne fait guère de doute que la bataille de Bagdad a bel et bien commencé. Mais le nombre de victimes civiles est au moins aussi important. Les Américains pourront peut-être prendre la ville, mais ils n'y seront pas les bienvenus. Bagdad qui pour la première fois la nuit dernière a été plongée dans le noir, une ville sans eau ni électricité. Chacun tente de faire face comme il le peut. Bagdad qui tente ou qui semble s'habituer à ces 2 semaines de guerre. Martine Laroche-Joubert, Yves Junca, Mathias Second. Route de l'aéroport de Bagdad ce matin, il est 11 h. Nous nous arrêtons dans un quartier proche à une dizaine de kilomètres. Une tranchée au bord d'un carrefour, un rempart de sacs de sable derrière lequel des hommes bavardent. Voilà ce qu'apparemment les Irakiens opposent aux forces de la coalition. Les Américains ont peur d'entrer à Bagdad. Ils vont fuir dans les banlieues. S'ils veulent venir, nous allons leur faire voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Les bombardements sont incessants et semblent frapper de stupeur les habitants du quartier. D'autres poursuivent leurs occupations. Hier soir, les bombardements ont été beaucoup plus violents que d'habitude. Moi, je suis un père de famille. Je n'ai pas d'armes. Je demande à Dieu de me protéger. C'est une guerre psychologique. Ils ne s'approcheront pas de nos maisons. S'ils le font, nous ne sortirons pas. Nous préférons y mourir. Quelques hommes sont postés au coin de la rue et devant la boulangerie. Ici, ils font le pain comme d'habitude. Enfin presque. S'ils arrivent, ils passeront sur nos cadavres. Dieu est notre meilleure arme, avec notre président. Alors que les Anglais et les Américains ne sont qu'à quelques kilomètres, ce quartier fait comme si de rien n'était. Mais pour combien de temps encore ? En direct de Bagdad, nous retrouvons par liaison téléphonique Alain Chalvron. Peut-être d'abord vos commentaires sur la conférence de presse du ministre de l'Information qui promet dès ce soir des attaques suicides d'un genre nouveau. Est-ce qu'il s'agit d'autre chose que d'une surenchère de communiqués ? On peut y croire. Écoutez, on aimerait bien le savoir tous. Vous savez, on a vécu une journée un peu chaotique, il faut dire ici. On a eu l'impression que même s'il n'y avait pas vraiment de vide du pouvoir, en tout cas il y avait un flottement. Et donc le ministre de l'Information est arrivé ce soir
très combatif comme d'habitude pour promettre un Dien Bien Phu aux Américains, transformer cette île qu'il appelle l'aéroport de Saddam Hussein, une île dont ils ne pourront sortir, et ce sera un nouveau Dien Bien Phu avec effectivement des moyens non conventionnels. Là-dessus, il y a eu cette image de Saddam Hussein saluant la foule à Bagdad qui a peut-être remonté le moral. Mais effectivement, on avait l'impression d'un pourflottement et que le ministre de l'Information était peut-être le dernier à y croire. Cela dit, il y a en ce moment de très forts bombardements sur la ville de Bagdad et donc il faut attendre cette nuit, voir si une contre-attaque irakienne est possible. Peut-être on vous retrouvera en cours de journal, Alain Chalvon, par liaison donc téléphonique. Revenons à présent sur la prise de l'aéroport par les soldats américains à travers le regard d'un des journalistes de la chaîne CNN. Voici comment il faisait vivre en direct son reportage. Bernard Lebrun. À l'arrêt sur l'autoroute de l'aéroport, il est 6h15 du matin en Irak. La caméra de l'équipe embarquée de CNN avec le 3e escadron du 7e régiment de cavalerie filme la scène. Que se passe-t-il avec ce tank irakien, commente Walter Rogers, correspondant de guerre aguerri, qui fait vivre en direct aux Américains la progression des chars Abrams et Bradley vers Bagdad. Alors que l'offensive de cette nuit aurait fait des centaines de morts que l'on ne verra pas dans les rangs irakiens, le journaliste de CNN s'attarde longuement à l'antenne sur le sort d'un blessé. Oui, c'est un soldat irakien qui a été blessé il y a environ 6 heures par un obus de 25 mm, tiré d'un Bradley. Notre garde du corps, Paul Anderson, lui donne les premiers soins parce que l'équipe médicale américaine ne peut venir jusqu'à nous. Dès hier après-midi, à l'abri dans son véhicule blindé, Rogers commentait non-stop et en direct l'avancée des troupes. Nous avançons tous en direction de Bagdad. On essuie sur la droite des tirs de petit calibre. Le tank devant nous tire avec son canon de 120 mm. Les cibles ne sont pas à plus de 300 ou 400 mètres. Des véhicules blindés et des Bradley tirent sur au moins un côté de la route que nous empruntons. Ce type de reportage ne donne guère de précision stratégique. En fait, il ne dit rien du face-à-face avec la garde républicaine irakienne, mais il plonge directement le téléspectateur américain dans le conflit avec un récit riche en suspense. Privilège américain, premiers embarqués avec les troupes, premiers arrivés à l'aéroport de Bagdad. Dès cet après-midi, ce journaliste de CBS était en direct des pistes devant l'épave d'un Boeing irakien. Les troupes américaines qui prennent désormais en tenaille les routes qui mènent vers Bagdad, apparemment 2 fronts, l'un plus à l'est, l'autre à l'ouest, qui marquent la progression rapide des forces de la coalition. Agnès Varamian et Patrick Desmully font mouvement avec la 3e division. Les derniers 100 km où l'euphorie des Marines. Ils se sont rassemblés la nuit dernière et ce matin, puis au point 75 avant Bagdad, on déplie les cartes. Revue de stratégie. On est tout en bas ici, sur l'autre carte. Il va se passer beaucoup de choses. Et ça va peut-être se faire de nuit. Et c'est sûr, nous serons à Bagdad dans 2 jours. Mais une fois là-bas, il y aura beaucoup de combats de rue. En fait, les convois filent. Une réserve d'essence en feu. Et dans les villages traversés, pas d'hostilité. Plutôt des acclamations, des sourires spontanés de la population irakienne. Les vestiges de l'armée bombardée par l'aviation sont symboliquement écrasés. Quelques pièces d'artillerie, mais rien de plus. Les voitures venues de Bagdad arborent un drapeau blanc, signe de paix. Saddam nous a épuisés, il nous a vraiment fatigués. Si Dieu veut, il nous débarrassera de lui par l'armée américaine. Et Saddam, il nous a tués. Que Dieu pardonne à tout le monde. Les Marines s'étaient préparés au combat, mais les troupes de Saddam ne furent pas au rendez-vous sur cette route de l'Est. Pour les soldats, c'est l'entrée en Bagdad qui sera sans aucun doute leur fait d'armes. Ce soir, nous sommes à une trentaine de kilomètres de Bagdad. Devant nous, une unité de reconnaissance fait exploser des mines, mais les convois sont incessants, car la logistique suit les unités de combat qui espèrent bien être dans la capitale irakienne d'ici 48 heures. Les unités américaines, dans leur avancée sur Bagdad, auraient pris le contrôle de la route qui mène de Tikrit, la ville natale de Saddam Hussein, à la capitale. Dans leur progression, des soldats irakiens par centaines se seraient rendus. Le point, Stéphane Breitner. Un fusil à lunettes, ce n'est plus une guerre conventionnelle, mais une chasse au sniper.
2 semaines après le début du conflit, les troupes pourtant appuyées par les blindés n'ont toujours pas franchi les faubourgs de Bassora. Le centre-ville n'est qu'à 4 km, mais le terrain est trop dangereux. Nasiriyah en remontant vers Bagdad. Les marines s'avancent mètre par mètre. Dans ce quartier, rien n'est sûr. Ici aussi, l'objectif c'est de déloger les snipers cachés dans les ruines. Mais les soldats n'apprécient guère. En ville, le risque vient de tous les côtés. Dans le désert qui entoure Nasiriyah, le doigt sur la gâchette, les soldats britanniques poursuivent leur mission de surveillance. Soudain, les hélicoptères se posent en catastrophe. Un véhicule suspect, 4 hommes en djellaba en sortent. Première fouille. Puis dans la boîte à gants de la voiture, une découverte inattendue. Beaucoup trop d'argent pour des civils qui prétendent fuir les combats. On leur a dit de venir ici, et tout cet argent, c'est apparemment une prime pour nous attaquer. Décision est prise, direction le centre de commandement pour interrogatoire. À l'heure actuelle, la ligne ouest des troupes de la coalition a atteint l'aéroport de Bagdad. À l'est, les marines sont moins avancées, ils seraient à une 60aine de kilomètres de la capitale qu'ils pourraient rejoindre demain. Sur le chemin, la 3e division a dû batailler ferme pour passer. Ici, plus question de combat de rue, mais des tirs d'artillerie pour déloger la garde républicaine. Au nord, ce sont les forces spéciales qui ont été surprises. À Haditha, elles auraient été attaquées par une voiture piégée. 3 soldats auraient été tués. Plus à l'est, un autre barrage des forces spéciales tiendrait la route entre Bagdad et Tikrit, le fief de Saddam Hussein. Enfin, le commandement américain affirme que 2500 soldats irakiens se sont rendus aujourd'hui sur la route entre Al-Qout et Bagdad. Et en direct du commandement central à Doha, Patrice Romden, l'armée américaine a annoncé aujourd'hui avoir découvert des fioles suspectes dans une usine qui est proche de Bagdad. Aucune certitude donc, mais peut-être une vraie suspicion? Bien écoutez Béatrice, photos à l'appui, le général Brooks nous annonce la découverte d'un centre d'entraînement NBC. NBC, cela veut dire nucléaire, bactériologique, chimique. Sur les photos, que voit-on? Des fioles qui, selon les Américains, contiennent des échantillons d'agents chimiques dont certains, disent-ils, étaient développés dans les années 40. Alors ce qui fait dire aux Américains que c'est un centre d'entraînement, eh bien c'est qu'ils n'ont pas trouvé de stock sur place et la découverte a été effectuée dans un bâtiment qui est ou semble avoir été une école. Alors, il faut dire que ici, régulièrement, au quartier général des Américains, on a droit au couplet sur la menace chimique. Il ne se passe pas un jour sans qu'on nous annonce la découverte de combinaisons, de masques et même il y a 48 heures de modes d'emploi abandonnés par les soldats irakiens dans leur fuite. Quand on demande au général Brooks si cela l'inquiète pour la suite, eh bien il dit que les soldats sont équipés, prévenus et capables, dit-il, de se battre contre une armée ou des hommes qui utiliseraient des armes chimiques. Merci Patrice Romden. Partons maintenant dans le sud, à Qasr, dans ce port présenté comme stratégique pour le déchargement de l'aide humanitaire. Les efforts de la coalition semblent à ce jour très insuffisants, si l'on en croit la situation dans la ville et dans les hôpitaux où l'on continue de manquer de tout et d'abord de l'essentiel, l'eau ainsi que les vivres et les médicaments. Reportage de nos envoyés spéciaux, Christian Houtin et Philippe Turpot. Tous venus chercher le précieux liquide, de l'eau, si rare en ce moment dans la petite ville d'Qasr. Les habitants de ce quartier ont de la chance, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Ce n'est pas assez. Nous avons besoin d'autres camions-citernes pour les autres quartiers, même si ici ça va. En revanche, pour d'autres, les responsables de cette situation sont tout désignés. Avec Bush et Blair, il n'y a plus d'eau dans les maisons à Qasr. Car depuis le début de la guerre, le principal réservoir d'eau ne fonctionne plus. Alors, une douzaine de camions-citernes alimentent certains quartiers de la ville. Un dispositif mis en place par les forces britanniques, faute de mieux. Si vous êtes père de famille avec 3 ou 4 enfants et que vous essayez de survivre en vous occupant de vos enfants autant que vous le pouvez, je peux comprendre qu'ils se bousculent lors des distributions d'eau. C'est vraiment frustrant. La situation n'est guère plus brillante à l'hôpital de la ville. Malnutrition, conditions d'hygiène déplorables. Pour ces enfants affaiblis, la moindre blessure ou maladie peut avoir des conséquences dramatiques. L'un des 2 médecins, qui n'arrive pas à faire face, ne cache pas sa colère. Hier, ils nous ont livré une seule citerne d'eau dans cet hôpital. Et maintenant, elle est vide. Nous n'avons plus d'eau.
C'est un problème car l'eau est vitale pour l'hygiène et l'hydratation. Presque tout est à reconstruire, mais pour ces habitants d'Oum Kassar, la paix est revenue après les violents combats de la semaine dernière. Avec l'arrivée des premières chaleurs, la frustration de la population irakienne confrontée à toutes sortes de pénuries depuis de nombreuses années risque encore de s'aggraver. Cette frustration pourrait bien se retourner contre la nouvelle autorité en place, les forces anglo-américaines. Voici l'arrivée dans le nord de l'Irak des convois d'aide de première urgence assurés par les Nations Unies. Près de 500 tonnes de produits ont transité à travers le sud-est de la Turquie, dans la ville de Silopi, avant de s'engager vers les postes frontières menant à l'Irak. L'ouverture donc d'un corridor humanitaire à travers ces deux pays. Au Kurdistan irakien, des Peshmerga auraient pris un pont stratégique dans le nord du pays qui permet l'accès à la ville de Mossoul. Il y a eu des combats dans cette zone avec les troupes irakiennes, appuyées par l'aviation américaine. Parmi les troupes américaines, des volontaires originaires du Mexique ou du Guatemala se sont enrôlés. Leur bravoure leur donnant accès à la nationalité américaine. Certains, vous allez le voir, sont morts au combat. Ils seront enterrés comme citoyens américains. Étienne Hénard. On les appelle les soldats carte verte du nom de cette carte de séjour qui permet à tout immigrant de travailler sur le sol américain même s'il n'est pas citoyen des États-Unis. Ils sont 37 000, la plupart originaires d'Amérique latine, à avoir choisi l'armée comme le moyen le plus sûr de devenir américain. Cela vous aide dans votre carrière militaire, mais aussi dans le civil. De pouvoir dire que vous êtes américain, ça aide beaucoup. Ils viennent ici car ils ont l'impression d'avoir une dette envers ce pays qui les accueille. Et la seule façon pour eux de payer cette dette, c'est de s'engager dans l'armée. Et cet engagement en a conduit certains à aller se battre en Irak pour ce pays, les États-Unis, qui n'est pas encore tout à fait le leur. José Garibay, né au Mexique, ne reverra jamais la Californie. Il a été tué dans les combats au sud de Bagdad, comme le caporal José Gutiérrez, tué lui à Oum Kassar. Il aimait ce pays qui lui a offert toutes ces opportunités qu'il n'avait pas trouvées au Guatemala. À titre posthume, ces deux soldats ont été faits hier citoyens américains. Leurs femmes et leurs enfants seront ainsi automatiquement naturalisés. George Bush a d'ailleurs signé un décret permettant à tous les soldats carte verte engagés dans des combats en Irak d'obtenir la nationalité américaine dès leur retour. En France, l'épouse du reporter d'images Fred Nérac, disparu depuis près de 15 jours maintenant, a été reçue aujourd'hui par Jacques Chirac. Madame Nérac demande que tout soit fait pour obtenir des nouvelles de son mari qui pourrait peut-être se trouver dans un hôpital à Bassora. Le chef de l'État français s'est engagé à l'aider auprès des Britanniques et des Américains s'ils savent quelque chose. Au chapitre diplomatique, George Bush rencontrera en Irlande du Nord lundi et mardi prochain Tony Blair pour parler bien sûr de l'Irak et du processus de paix en Irlande du Nord. Aujourd'hui à Paris, les ministres des Affaires étrangères français, allemands et russes ont réclamé que l'ONU rentre à nouveau dans le jeu avant même la fin de la guerre, soulignant au passage leur forte inquiétude concernant la situation humanitaire en Irak. Dans l'actualité de ce vendredi, un nouveau cas très probable en France de pneumonie atypique. Le patient de Strasbourg, hospitalisé depuis mercredi, est bel et bien touché. Au total, 15 personnes suspectes sont actuellement suivies et on s'interroge sur la façon dont se propage ce virus, peut-être même sans contact physique, d'après l'OMS. Le point, Nathalie Sapena. Chaque jour, le virus gagne de nouveaux pays par la voie des airs. En Russie, un passager revenant de Chine et présentant des symptômes de pneumopathie atypique a été placé à l'isolement à l'hôpital, tandis que par précaution, les passagers et membres de l'équipage de l'avion subissaient des examens. En Australie, où un seul cas pour le moment est avéré, 6 personnes présentent des troubles qui pourraient être ceux de la pneumonie. Parmi elles, une famille de 3 enfants arrivant du Canada. La vente des masques est devenue un commerce lucratif à Taïwan comme dans le reste de l'Asie. L'équivalent de 10 centimes d'euros pièce, une manne pour les petits vendeurs ambulants. En Chine, l'information a été jusque-là négligée et la maladie commence seulement à faire la une de la presse. Aujourd'hui, 2400 malades de la pneumonie atypique ont été répertoriés dans le monde. 83 personnes en sont mortes. La plupart en Asie du Sud-Est. 47 en Chine, 17 à Hong Kong, 6 à Singapour, 4 au Vietnam et 2 en Thaïlande. Et enfin, 7 au Canada, ce qui représente un taux de mortalité de 3 à 4%. C'est un pourcentage qui est malgré tout considéré comme sévère dans le cadre d'une maladie infectieuse. Et c'est en particulier devant ce pourcentage élevé que les mesures d'alerte ont été mises en place. Et c'est à Hong Kong que l'inquiétude est la plus vive.
Des brigades d'investigation recherchent des familles ayant été en contact avec le virus, des familles qui ont fui la quarantaine. Elles pourraient être responsables d'une nouvelle propagation de la maladie. La liste des pays touchés s'allonge. Voyons maintenant quelle est la situation précise en France. Le point avec Nathalie Sapena. Derrière ces murs de l'hôpital de Strasbourg, le deuxième cas probable de pneumonie atypique. Un médecin originaire de Besançon qui avait passé ses vacances au Vietnam. Comme vous le savez, il a séjourné donc à Hanoï. Il a aussi séjourné, il était au contact proche d'un patient qui a une pneumopathie avérée, qui est à Tourcoing. Il était très proche dans l'avion du retour. Le virus continue donc sa progression en France. Le premier patient français, hospitalisé à Tourcoing depuis 2 semaines, va de plus en plus mal. Une hôtesse de l'air sur ce même vol est, elle, hospitalisée à Montpellier pour une forme peu sévère de la maladie. On connaît aujourd'hui un peu mieux la façon dont ce germe inconnu se propage. L'une des hypothèses, plutôt inquiétante, le contact avec des objets contaminés par une personne infectée. En se touchant la bouche ou le nez, on introduit ainsi le virus dans son organisme. Mais le risque le plus grand, et le seul établi avec certitude, c'est le contact rapproché avec un malade et ses postillons chargés de virus qui vont directement dans les voies respiratoires, d'où l'efficacité du port du masque. Les endroits où il y a une concentration importante, une densité importante de personnes dans les transports publics, à partir du moment où l'extension de l'épidémie a atteint un certain niveau, ce qui est le cas à Hong Kong, ce qui n'est pas du tout le cas en France, bien entendu, est une mesure certainement appropriée. Mais certains commencent à réclamer l'obligation du port du masque, en particulier dans le transport aérien, en première ligne face au virus. Dans le même avion, vous allez voir des gens qui ont des masques, certains qui ont des gants, et puis d'autres qui n'ont rien du tout, et qui sont obligés de piquer des masques à droite ou à gauche pour y avoir accès. Aujourd'hui, 14 personnes font l'objet d'une surveillance dans des hôpitaux en France. Mais l'inquiétude se propage plus vite que le virus, et les services d'urgence sont submergés d'appels angoissés. En Chine, les experts de l'Organisation mondiale de la santé ont été pour la première fois autorisés à enquêter dans la région de Canton, mais pour l'instant, il est très difficile de faire l'exacte étendue des dégâts. La Chine communiste privée d'informations ne prend pratiquement aucune précaution. Reportage Philippe Rochaud. Inconscients, les Chinois du continent en pleine pneumopathie. Alors que Hong Kong vit dans la peur, la capitale de la Chine ne se protège guère. Pas plus d'1 personne sur 50 ne porte le masque dans la rue. Et encore, ce sont souvent des étrangers ou des Chinois qui ont de la famille outre-mer. La prévention est très importante. On en parle peu en Chine, mais nous lisons beaucoup la presse internationale et les membres de notre famille qui résident à l'étranger nous demandent d'être vigilants. La moitié des 80 morts de l'épidémie se trouve en Chine. Dans cet immeuble de Pékin, le décès d'une employée a entraîné la fermeture des bureaux d'une firme automobile française. Les Chinois, eux, continuent de travailler, mais ne supportent guère qu'on montre cette image de la Chine. Le ministre chinois de la Santé est pour la première fois sorti du silence. L'épidémie, pour lui, diminue. Les voyages en Chine sont sans danger, alors que lui-même a empêché l'OMS d'enquêter à Canton pendant 1 semaine. L'inquiétude était pourtant suffisamment grande pour que l'ambassadeur de France, Jean-Pierre Lafont, invite les 5000 Français vivant en Chine à ne pas céder à la panique. La plupart des malades guérissent, et ils guérissent définitivement. Dans la société dans laquelle je travaille aujourd'hui, il y a eu une réunion d'information où on nous a dit un certain nombre de choses, des précautions à prendre, des masques qui ont été distribués notamment, des numéros de téléphone qui ont été distribués, et surtout on nous a dit de ne pas paniquer bien entendu, mais de faire attention à ce qui pourrait nous arriver. À défaut de contenir l'épidémie, la Chine contient en tout cas l'information. Elle préconise pourtant pour se soigner ce médicament à base de plantes médicinales qui renforçait l'immunité, mais personne ne sait s'il est efficace. L'Algérien Rachid Ramda, qui était recherché en France pour sa participation aux attentats de Paris en 1995, devrait être extradé. Un tribunal londonien vient de donner son feu vert. Zindine Boudaoud et Caroline Gauthier. Rachid Ramda dort dans une prison britannique depuis 8 ans. 8 ans pendant lesquels il a utilisé toutes les voies de recours pour retarder son extradition vers la France. La France où la justice soupçonne cet activiste du GIA algérien d'avoir financé la vague d'attentats de 1995. Celui du RER à Saint-Michel par exemple, 8 morts et près de 200 blessés. Quelques mois après, Rachid Ramda était interpellé à Londres.
Depuis, la France le réclame pour le juger, sans succès. En octobre 2001, le ministre de l'Intérieur britannique avait déjà donné son feu vert. Mais la Haute Cour avait cassé cette décision, motif: suspecté de terrorisme, Rachid Ramda risquerait un traitement inhumain et dégradant en France. De quoi inciter à la prudence les familles des victimes des attentats. La décision qui ordonne aujourd'hui l'extradition de Rachid Ramda n'est qu'une nouvelle étape. Ça fait 8 ans que les victimes attendent cette extradition. Je crois qu'elle n'est pas encore acquise. Il y a encore de nombreux recours et beaucoup de mois risquent de s'écouler avant qu'on puisse espérer avoir Rachid Ramda ici en France. Rachid Ramda aurait dû comparaître en octobre dernier aux côtés de ses complices présumés pour les attentats commis en 1995. La France ne désespère pas de pouvoir le juger un jour. Autre extradition annoncée, celle de Patrick Henry. La justice espagnole a rejeté en appel sa demande. Il avait, je vous le rappelle, été arrêté en octobre dernier en possession de 10 kilos de hashish. L'enquête sur un très vaste fichier de photos pédophiles s'achève sur un non-lieu. Après 3 ans d'enquête, la juge d'instruction a considéré qu'aucun enfant français n'avait été sérieusement identifié sur ces photos, qui sont en fait très anciennes, extraites d'un CD-ROM retrouvé chez un Néerlandais assassiné en 1998. Le dossier des retraites a été largement commenté hier soir par Jean-Pierre Raffarin sur France 3. Après la journée de mobilisation, le Premier ministre ira jusqu'au bout de sa réforme, les syndicats aussi. Elisabeth Esley, Guillaume Michel. 21h hier, les leaders syndicaux sont encore au bureau, devant leur télé. Au soir de la journée de grève et de manifestation pour les retraites, c'est sur ce thème que Jean-Pierre Raffarin est le plus attendu. Il affirme qu'il ne va pas changer de cap, il ira jusqu'au bout. Je suis optimiste, au moment où je vous parle, sur le fait qu'on soit capable, dans notre pays, d'avoir, en 2008, un rendez-vous de la justice, c'est-à-dire un rendez-vous où les systèmes seront rapprochés. Vous dites donc ce qui veut dire que dans le public, on cotisera 40 ans. Ça, Force ouvrière et la CGT ne le veulent pas. Il a l'air de dire, les gens attendent une réforme. Oui, les gens attendent une réforme, mais pas pour détruire ce qu'ils ont. Si en définitive la réforme, c'est pour normaliser la baisse des revenus pour le 3e âge, à la limite, il n'y avait pas besoin de réforme. Il confirme à la fois qu'il n'est pas à l'écoute de ce que dit la rue sur le sujet, que de mon point de vue, les semaines à venir vont être particulièrement agitées sur ce dossier. S'il admet un ralentissement économique très fort, le Premier ministre a assuré qu'il n'augmenterait pas la CSG et réaffirmé qu'il diminuerait les impôts sur le revenu. Il faut baisser les impôts, parce qu'on ne créera pas des emplois durables et on n'aura pas de croissance durable. Reste le même. Il est évident que nous tiendrons les engagements. Nous baisserons en 2004 les impôts. Voilà, les impôts. C'est ce qui fait réagir la CFDT. Nous avons dit au gouvernement, vous faites un cadeau, entre guillemets, aux Français les plus riches, ceux qui ont le plus de moyens, alors qu'aujourd'hui, il faut aider l'investissement pour l'emploi. Voilà pour moi l'essentiel de ce qu'il faut qu'on dise. Au moment de rédiger son communiqué rituel, Force ouvrière parle de causerie au coin du feu. Il est vrai que Jean-Pierre Raffarin a voulu avant tout rassurer, sans parler de rigueur, en menant, comme il dit, une bonne gestion de bon père de famille. Le Conseil constitutionnel a, vous le savez, censuré la réforme du mode de scrutin des régionales, rejetant les 10% des inscrits. Réaction ce soir de Jacques Chirac qui demande au Parlement une nouvelle délibération. Le congrès du Parti communiste qui prend acte du départ de Robert Rue après sa sévère défaite aux présidentielles et puis aux législatives. Robert Rue passe donc la main. Il plaide pour une mutation du parti afin, dit-il, d'éviter la disparition du PC. Avant la consultation des musulmans de France, Nicolas Sarkozy était aujourd'hui à Lyon où il a achevé sa visite à la mosquée de la ville. Virginie Fichet, Thierry Simonet. Dernière visite de courtoisie pour Nicolas Sarkozy avant le scrutin de dimanche. Une rencontre très attendue. L'espace de quelques heures, la salle de prière a pris des couleurs de meeting électoral. Dans les discours, les enjeux des élections bien sûr, mais inévitablement, les éventuelles répercussions de la guerre en Irak se glissent dans les propos. Quand il y a du racisme, quand il y a de l'antisémitisme, la victime première, c'est la République dans son ensemble. Notre pays n'a pas assumé toutes ses épreuves et vécu toute son histoire pour accepter qu'une minorité insensée autorise, exacerbe des conflits entre communautés sur une guerre qui n'est pas la nôtre. Je vous remercie.
Une parenthèse avant de revenir au défi du futur Conseil pour les 5 millions de musulmans en France et les 60 nationalités qui les composent. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'unir ces 60 nationalités pour en faire qu'une seule, et je pense que l'islam, et c'est à partir de cela que naîtra l'islam de France. Et pour commencer à construire cette unité, les candidats espèrent d'abord une large participation au scrutin. Édouard Balladur a été entendu aujourd'hui comme témoin par le juge chargé de l'enquête sur la catastrophe du Mont Blanc. Édouard Balladur était ancien président de la société gérant le tunnel, poste qu'il avait quitté bien avant l'accident. Dans la Manche, un navire transportant des voitures a été victime d'un incendie grave. Le feu a pris à l'intérieur même du bateau, comme le montrent ces images tournées par une caméra infrarouge. Aucun membre de l'équipage, fort heureusement, n'est blessé. Ce vendredi, premier jour de départ sur la route des vacances de Pâques, une façon pour le gouvernement de tester l'efficacité de ses efforts en matière de sécurité routière, comme le montre ce reportage sur la Nationale 10 entre Trappes et Rambouillet. Laetitia Legendre et Guillaume Michel, Ludovic Tourte ont suivi la police nationale pour constater des infractions au code de la route. À la disposition de la police, un petit avion pour repérer les contrevenants. Quand la menace pour les conducteurs imprudents vient du ciel, dans ce Cessna, un lieutenant de police constate sur la Nationale 10 des infractions au code de la route. Il prévient par radio les équipes au sol qui arrêtent aussitôt le véhicule en faute. Cette fois-ci, c'est un chauffeur de camion qui n'a pas respecté les distances de sécurité. Vous allez me présenter votre disque d'aujourd'hui et les disques de la semaine. Bah, c'est vrai que j'étais peut-être pas à 50 mètres, mais bon... c'est tout le temps, quand il y a des bouchons, c'est encore bien pire que ça. La sanction tombe immédiate. Donc pour votre information, les 3 points que vous perdez aujourd'hui, vous les récupérez si vous dans 3 ans. Voilà, dans 3 ans. Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence, dépassement par la droite, ce contrôle par les airs permet de détecter des infractions que les motards au sol ne constatent pas habituellement. Même si le recours à cette police volante demeure encore très rare. L'intérêt de l'avion, c'est qu'il est anonyme. Et donc nous ajoutons à la répression la dissuasion. C'est-à-dire que maintenant, on peut imaginer qu'un conducteur, lorsqu'il verra un avion dans le ciel, imaginera qu'il y a un policier à l'intérieur, pourquoi pas. En moyenne, les policiers arrêtent une dizaine de véhicules en infraction durant les 2 heures de vol. Même si pour les excès de vitesse, les bonnes vieilles méthodes, elles, font toujours recette. Il y a 2 ans, jour pour jour, une jeune adolescente de 14 ans a été tuée sur la route par une automobiliste qui utilisait son portable, fauchant un groupe de cyclistes. Aujourd'hui, près de 80 personnes, dont la moitié à vélo, se sont réunies autour du père de la victime, devant une stèle rendant hommage à la jeune Audrey. Tennis, la France et la Suisse sont à égalité, une victoire partout dans les quarts de finale de la Coupe Davis, après les victoires du numéro 1 français Sébastien Grosjean et du Suisse Roger Federer qui a battu Nicolas Escudé. Christophe Duchéron. En tennis, faut-il croire aux fantômes? Oui, sans doute était-ce le fantôme de Nicolas Escudé, dont le joueur que le Suisse Roger Federer a rencontré cet après-midi au détour d'un cours de tennis. En chair et en os, diablement solide, Federer a battu sans trembler le fantôme Escudé. Transpercé, lobé, passé, à force de mal monter au filet. En 2 heures et 3 sets, Federer a remporté son 7e point consécutif en Coupe Davis. Croix de bois, croix de fer, coup droit et revers, le vainqueur c'est encore Federer, 6-4, 7-5, 6-2. En fin d'après-midi, l'Helvète mettait la France et la Suisse à égalité, 1 partout. À la mi-journée, Bastel, l'autre Suisse, n'a pas résisté à la raquette Grosjean, qui porte casquette blanche, sérieux et application. En dépit d'un set abandonné en cours de route, Grosjean s'est imposé sans grande difficulté, 6-3, 6-4, 3-6, 6-3. Demain, les Suisses et les Français s'affrontent au cours d'un match de double de la plus haute importance, sans doute décisif. Au musée du Luxembourg, hommage à cette ville de Bretagne qui fut capitale de la peinture mondiale, Pont-Aven, avec son plus célèbre peintre, Paul Gauguin. Reportage Michel Montpentet, Philippe Luthier. Pont-Aven d'un siècle à l'autre, 1875, 1500 habitants, 200 peintres. Ils sont arrivés par ces chemins, ils sont américains, hollandais, anglais, quelques français, tous fous de peinture, quelques-uns fous. Fous de lumière, de ce coin de Bretagne, fous de cette nature sauvage, brute. Mais leurs tableaux, à défaut de leur vie, sont encore très sages. On peint la nature comme elle est, et l'on se réjouit de constater que les modèles ici valent 6 fois moins cher qu'à Paris. 1 sou pour la journée. Et puis les Bretons sont pour ces peintres
tellement exotique. Bien sûr, la Bretagne mystique, obscure, les fascine, les attire. La Bretagne et ses pardons, et ses processions pieuses. Mais les peintres sont plus souvent au bistrot qu'à l'église. C'est en face, et ils sont si jeunes. La principale attraction, c'était d'enivrer les oies que chacun avait peintes à des couleurs différentes en leur faisant manger des cerises à l'eau de vie, et ils les faisaient tituber dans la rue, ils faisaient une sorte de compétition. Donc c'est ça l'ambiance à Pont-Aven durant l'été 1890. Et c'est pour ça que Gauguin va quitter Pont-Aven. Mais quand Gauguin débarque à Pont-Aven, il est foudroyé par ses chapelles rurales et ses christs jaunes, par cet aspect primitif, intact. Bien sûr, il est désespéré, déjà malade, encore fauché. Mais sa peinture explose au bord de la Veine. Gauguin comprend là qu'il ne faut plus peindre ce qu'il voit mais ce qu'il sent. Il sent les flancs des bœufs verts, il lui faut les peindre verts. Sa palette est déjà prête pour partir vers les îles et leur lumière. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice, 20h55, soirée polar avec la crime et Centrale Nuit. 0h55, le dernier journal, Laurence Piquet. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.